Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir sur cette chaîne Monsieur Bruno Guig pour parler notamment de la Chine et notamment parce qu'il porte un regard qui eh bien, est un petit peu qui prend le contre-pied, on va dire, de ce qui est communément admis de dire sur la Chine, que ce soit autant à gauche qu'à droite. Donc c'est ça qui m'intéresse. Vous le savez, j'ai fait état et nous avons fait état à l'IHT, que ce soit par l'intermédiaire de mes vidéos sur la franchise à de nombreuses reprises, de l'actualité de la Chine, de son développement socialiste, etc. Et donc, je souhaiterais profiter aujourd'hui de cet entretien eh bien, pour que nous approfondissions un petit peu ces questions. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Bruno Guig, très rapidement, hein, tu es un ancien haut fonctionnaire passé par l'ENA, l'ENS, et actuellement, ton activité principale, c'est celle de chercheur en philosophie et politique notamment. Hein, tu as un ouvrage que vous voyez juste derrière moi, édité chez notre éditeur commun, les éditions Delga, qui s'appelle Philosophie politique, justement, et que je vous conseille. Et aujourd'hui, du coup, hein, en tant qu'observateur de la géopolitique, on va essayer de s'attarder un petit peu sur la question de la Chine. Voilà. Alors, la première question que j'aimerais te poser à propos de la Chine, elle va de soi, j'ai envie de dire, c'est est-ce qu'on peut dire de la Chine qu'elle est socialiste? Puisque, effectivement, y compris, voire même surtout à gauche, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, l'idée que la Chine serait socialiste est la même récusée. Hein. On voit dans la Chine plutôt quelque chose, un pays qui se serait complètement converti au capitalisme, qui aurait complètement mis de côté le communisme, etc. Bon, bref, autant de choses qu'on a l'habitude d'entendre. Et il est vrai que moi, lorsque j'ai découvert tes travaux au travers de nombreux articles qu'on ne manquera pas de mettre en description, la première chose qui m'a étonné, c'était cette idée, effectivement, de défendre la Chine, notamment en tant qu'État souverain, mais aussi en tant qu'État socialiste. Bon, j'en dis pas davantage, je te laisse développer rapidement sur cette question, afin peut-être que nos auditeurs aient un autre son de cloche. Oui. À cette question, moi je répondrais très clairement, oui, la Chine est un État socialiste. C'est un État socialiste, pas seulement parce que la constitution chinoise le dit, elle précise que la Chine est un État socialiste soumis à un régime de dictature démocratique du peuple, sous la conduite du prolétariat. C'est l'expression qui figure dans la constitution. C'est donc, oui, d'abord une affirmation, je dirais, de rang constitutionnel par la Chine elle-même de son statut d'État socialiste, mais on pourrait évidemment objecter que ce n'est qu'un habillage et que derrière cette forme aux apparences socialistes se cache un fond beaucoup plus suspect. Mais en l'occurrence, je crois que c'est faux. C'est-à-dire que si on regarde les choses au fond, c'est-à-dire non seulement ce que la Chine dit qu'elle est, mais ce qu'elle fait concrètement, et cela depuis la révolution maoïste jusqu'à l'ère actuelle, qui est celle de Xi Jinping, il y a véritablement, sur le long terme, à travers maintes péripéties et de nombreuses contradictions, bien sûr, la construction d'un véritable socialisme. Et pour justifier cette affirmation, quand même, je crois qu'il faut revenir aussi à la définition du socialisme. Le socialisme, c'est quand même dans la théorisation qui est celle de Marx et puis de Engels, qui a beaucoup écrit aussi là-dessus, c'est quand même ce que la critique du programme de Goethe définissait comme hein, la phase initiale, la première phase du communisme. Et quand on sait qu'effectivement aucun État à direction communiste dans l'histoire ne s'est jamais prétendu communiste, mais socialiste, c'est-à-dire en train de construire le socialisme, on ne peut pas reprocher à la Chine aujourd'hui de ne pas avoir accompli le communisme. La Chine, elle construit le socialisme. Elle construit le socialisme, ce qui est une œuvre de longue haleine, une œuvre difficile, qui s'est prêtée en effet à des corrections de trajectoire, parfois à des erreurs commises et à la correction de ces erreurs. Et ce qu'on ne peut pas nier, en tout cas, de ce processus qui est en cours, c'est l'orientation. C'est-à-dire que tout ce que fait la Chine depuis la révolution maoïste jusqu'à la période actuelle va dans le sens du socialisme, qui est, faut-il le rappeler, un régime social dans lequel la collectivité détient l'essentiel des moyens de production et d'échange. Je crois que ça, c'est fondamental tout de même. C'était déjà ce qu'on trouvait dans le manifeste du Parti communiste, c'est ce qu'on trouve
dans la critique du programme de quota et dans de nombreux textes qui sont, je crois, des textes importants du corpus marxiste. Et si vous voulez, ce socialisme en construction, il repose en effet sur la détention par la collectivité des moyens de production et d'échange et sur l'usage qu'en effet, parce qu'on pourrait dire, oui, mais à la limite, un État qui, par exemple, a un secteur public extrêmement important, alors du coup, il est socialiste. Non, attention, il n'y a pas que le régime juridique de la propriété des principaux moyens de production et d'échange qui est à prendre en compte. Il y a l'usage qui en est fait par les dirigeants, par les gouvernants de ce pays, et dans le cas de la Chine, ce qui est très net, c'est que je dirais, ce puissant secteur public qui a toujours été maintenu de Mao à Xi en passant par Deng et les autres, c'est le socle en fait de l'édification socialiste. Je rappelle quand même que, pour prendre un exemple et citer quelques chiffres, dans l'industrie chinoise, 40 à 50% des actifs relèvent du secteur public. Bon, qui est lui-même coordonné d'ailleurs par un organisme qui dépend directement du gouvernement, du Conseil des affaires d'État. Et si l'on regarde maintenant, je dirais, la production elle-même, c'est 80 à 90% de la production dans les secteurs clés de l'industrie chinoise qui relève du secteur public, qu'il s'agisse évidemment des grands secteurs de l'énergie comme l'électricité, le gaz, le nucléaire, ou des secteurs stratégiques comme les transports, l'armement. Il n'y a pas d'industrie privée de l'armement en Chine. Enfin, c'est trop important pour laisser ça au secteur privé. C'est directement, si vous voulez, sous la coupe de l'État. Même chose pour le secteur bancaire et financier. La plupart des grandes banques en Chine sont des banques publiques, y compris celles d'ailleurs qui contribuent au financement des multiples projets. Il y en a 14 000 au total qui s'inscrivent dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route. Donc, collectivisation des moyens de production et d'échange, ça c'est vraiment pour moi le socle à la fois politique, juridique et idéologique du socialisme chinois, et puis utilisation de ce puissant secteur public pour promouvoir le socialisme. Alors comment? D'abord, quand on regarde l'évolution de la Chine, ce secteur public a permis à la Chine d'asseoir sa souveraineté. Or, il n'y a pas de socialisme sans souveraineté nationale. C'est un point sur lequel on reviendra, je pense, parce qu'il est capital pour comprendre l'orientation socialiste de la République populaire de Chine. Et puis, deuxièmement, utilisation de ce puissant socle que constitue le secteur public pour faire avancer la société chinoise, c'est-à-dire orienter le développement vers, bien sûr, une croissance accélérée des forces productives, qui est, je dirais, l'essence même d'ailleurs des réformes de Deng Xiaoping à partir des années 80-90, et ensuite, phase dans laquelle nous sommes entrés depuis, à mon avis, une dizaine d'années et qui s'accélère aujourd'hui, redistribution des fruits de cette croissance à l'ensemble des secteurs de la société chinoise et notamment au salariat. Il y aurait une étude passionnante à faire, moi j'ai commencé à rassembler des éléments sur la hausse continue des salaires en Chine depuis 20 ans, avec des poussées du salaire minimum qui ont été des décisions politiques de la part de Pékin et des autorités provinciales, puisqu'il y a un salaire minimum par région qui est lui-même infrarégional. C'est-à-dire que chaque province, par exemple la province du Guangxi, elle va essayer de trouver un salaire minimum qui corresponde, si tu veux, au niveau de développement dans chacune des régions qui composent la province. Donc un système très élaboré, très sophistiqué, de pilotage extrêmement fin par les autorités publiques de la croissance économique, bien sûr, et de la redistribution de cette croissance par une politique salariale qui est une politique publique. Donc ça, ce sont les éléments de socialisme. Je rajouterai quelques éléments quand même qui sont importants également. Aujourd'hui, 95% des Chinois disposent d'une couverture maladie. Alors, la généralisation de ce système a pris du temps, elle a été difficile, parce qu'on avait mis l'accent évidemment sur la croissance des forces productives, mais aujourd'hui que la Chine a atteint un niveau de développement suffisant, que le produit intérieur brut par habitant a atteint quand même, je dirais, un niveau relativement élevé, on peut redistribuer. Et aujourd'hui, on a la généralisation d'un système de sécurité sociale dans un pays d'1,4 milliard d'habitants, alors même qu'au moment où je parle, 50% de la population mondiale n'a aucune couverture maladie, y compris dans certains pays riches. Autre élément important aussi, qui est factuel, mais qui est très illustratif, 80% des salariés chinois appartiennent au secteur formel.
En Inde, c'est 80% des salariés indiens qui appartiennent au secteur informel. Ça veut dire que le salarié chinois aujourd'hui, dans une immense majorité, salariés chinois dans leur immense majorité, ont un statut, un contrat de travail, une protection sociale. À l'échelle d'un pays qui était encore un pays pauvre, il faut le dire, il y a 20 ans, de 1,4 milliard d'habitants, c'est un exploit. Et cet exploit n'a été possible que par la ténacité avec laquelle le Parti communiste chinois a conduit le développement et a orienté ce développement en direction du socialisme. Alors, il y a d'autres aspects très importants sur lesquels on reviendra sans doute, mais imputer au système chinois une sorte de capitalisme honteux au motif qu'il y a un secteur capitaliste en Chine, me semble une analyse totalement erronée parce qu'elle oublie que ce qui fournit l'ossature du système chinois, qui est un système sui generis, effectivement, qui n'est comparable à rien d'autre de ce qu'on a connu jusqu'à présent, surtout à cette échelle, c'est évidemment oublier l'essentiel. Si on oublie qu'il y a en fait en Chine une économie mixte qui est très largement assise sur ce socle public, alors évidemment, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Est-ce que effectivement, c'est sur ça que je souhaitais rebondir, donc ça tombe bien. Est-ce que du coup, on pourrait développer un peu sur cette idée d'économie mixte, puisque, comme tu l'as souligné à l'instant, le reproche qui est souvent fait, c'est de dire, mais non, vous voyez bien, la classe capitaliste, elle continue d'exister en Chine, finalement, et puis la Chine, c'est complètement rallié à l'économie de marché, etc. Alors déjà, il faudrait distinguer économie de marché et capitalisme. Oui. C'est encore autre chose. Tu peux le faire d'ailleurs si tu veux. Et ça m'intéresse aussi tu l'as rapidement esquissé, mais de voir quelle est la continuité, quelles sont les discontinuités qu'il y a entre l'ère Mao et aujourd'hui Xi, et entre-temps, comment est-ce qu'on peut voir l'évolution qui s'est produite et en quoi est-ce qu'on peut effectivement voir qu'il y a un socialiste qui se construit? Comment est-ce que cette classe capitaliste aussi est marginalisée quelque part? Est-ce qu'on peut essayer d'entrer un peu dans le détail de ces reproches ou de ces attaques qui peuvent être formulées? Il y a beaucoup de questions dans ta question, évidemment. Pour essayer de prendre les choses par le début, et donc mettre en perspective historique, en fait, ce dont on parle, c'est très intéressant parce que dès le début, dès l'époque de la nouvelle démocratie, c'est comme ça que Mao l'avait appelé, le système chinois, en fait, est un système qui fait la part, je dirais, la part des choses, c'est-à-dire il considère qu'il y a un secteur privé qui, à l'époque, est relativement embryonnaire, mais qui, dans le climat délabrement qui est celui de la Chine en 1949, apparaissait quand même comme un atout qu'il fallait préserver. Et ce qui est très intéressant, c'est, je le cite souvent, le drapeau chinois lui-même, qui représente une alliance de classes, puisque la grande étoile représente l'organe dirigeant du pays, qui est le Parti communiste chinois, et les 4 petites étoiles représentent les 4 classes sociales qui sont associées à l'édification du socialisme, selon l'esprit de la nouvelle démocratie, qui a été la première mouture, je dirais, de la période maoïste, de l'idéologie politique de la période maoïste. Or, les 4 petites étoiles, ce sont bien sûr le prolétariat et les paysanneries, parce que il faut bien rendre à César ce qui revient à César, si j'ose dire, c'est la petite bourgeoisie, intéressant, et puis c'est la bourgeoisie nationale. C'est-à-dire qu'il y a au moins 2 classes, la petite bourgeoisie et la bourgeoisie nationale, qui ne sont pas, je dirais, dans les termes d'un marxisme orthodoxe, on va dire ça comme ça, des classes particulièrement connues pour leur potentiel révolutionnaire. Or, la révolution chinoise les inclut dans le processus de fondation d'une nouvelle économie, d'une nouvelle société. Et même après la collectivisation des 25 ans, dont je vais parler dans un instant, le symbole demeure, c'est-à-dire petite bourgeoisie et bourgeoisie nationale sont des ressources que l'on peut mobiliser pour le socialisme. Alors, sur le rôle de la bourgeoisie, c'est très important parce que le débat qui avait lieu en Chine au tout début des années 50 ressemble à certains égards à celui qui a lieu en ce moment. Je m'explique. Qu'est-ce qui se passe au début des années 50 ? Bon, le peu d'industrie dont dispose la Chine, effectivement, notamment la région de Shanghai, est sous la coupe d'un certain nombre d'industriels, de la grande bourgeoisie chinoise. Il y a quand même une industrie chinoise. Il y a une partie de l'industrie qui avait été d'ailleurs plus ou moins mise sous la coupe de l'État, puisque le régime de Chiang Kai-shek était un régime dit de capitalisme bureaucratique, comme ça qu'il s'appelait. Et cette bourgeoisie chinoise qui a investi dans l'industrie, qui a des compétences, qui a des capitaux, qui a des relations, Mao Zedong ne veut pas du tout
au début en tout cas, s'en débarrasser. Ils l'associent au processus. Et alors, ils vont mettre en place un système qui est très, très original. Ils vont transformer les entreprises capitalistes en entreprises mixtes. C'est-à-dire que l'État, à travers un certain nombre d'organismes locaux, va petit à petit s'insérer dans à la fois le capital, la gestion et les entreprises de manière à les transformer en entreprises mixtes. Et puis alors à la fin des années 50, on va totalement les collectiviser. Très souvent d'ailleurs à la demande des salariés eux-mêmes qui font pression sur les autorités en disant mais non, mais nous on veut une entreprise, une vraie entreprise d'État, on veut que ce soit une entreprise qui contribue totalement au socialisme, bon les capitalistes on peut s'en passer, etc. Mais il y a eu toute une période où, je dirais, au moment où le maoïsme triomphe en Chine, on maintient quand même un secteur d'économie purement capitaliste dans un premier temps, puis un secteur d'économie mixte. Or, ce débat qui avait lieu à l'époque et qui s'est traduit par la collectivisation intégrale de l'industrie du commerce dans le cadre du premier plan quinquennal à la fin des années 50, il rebondit aujourd'hui avec la question effectivement du rôle du secteur capitaliste en Chine, où on voit 20 ans après la mise en place des réformes de Deng Xiaoping, un secteur capitaliste florissant, hein, dans un certain nombre de domaines, pas dans tous. Les domaines vraiment stratégiques sont de la compétence stricte de l'État. Jack Ma, par exemple, un personnage comme Jack Ma apparaît comme une sorte d'icône de ce secteur capitaliste chinois extrêmement dynamique, on le connaît bien. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est que de même que Mao, dans les années 50, avait en quelque sorte mis la main sur ce secteur capitaliste en le grignotant petit à petit pour en faire un secteur qui, après être passé par une phase d'économie mixte, est devenu un secteur complètement collectivisé. Aujourd'hui, toute proportion gardée, bien sûr, les conditions ne sont pas du tout les mêmes. On voit bien que l'État chinois met la main sur le secteur capitaliste, lui impose des normes draconiennes en matière de collecte de données, en matière de pratiques monopolistiques, interdites, en matière de règles de concurrence, donc en matière de relations avec les salariés, de droits des travailleurs, de durée du travail, etc. On a même assisté à ce phénomène qui est impressionnant, d'une décision gouvernementale qui, du jour au lendemain, torpille le secteur extrêmement lucratif des cours privés en le contraignant par la loi à devenir un secteur non lucratif, ce qui est absolument extraordinaire. Il y a eu d'ailleurs toute une série de lois qui ont été votées en Chine dernièrement qui restreignent l'usage que faisaient les ménages chinois donc de ce vaste secteur des cours privés, de manière à rétablir l'égalité des chances et non pas, enfin, rétablir l'égalité des chances en tuant ce système de la sélection par l'argent. La compétition scolaire étant tellement effrénée que les ménages chinois se saignaient pour payer des cours privés. Ce système a été cassé. Il a été cassé en quelques semaines par une décision du gouvernement chinois. C'est un très bon exemple. Tu as un secteur capitaliste florissant, le gouvernement estime que la façon dont il fonctionne ne correspond plus à l'intérêt national, ne correspond plus aux intérêts de la grande majorité des Chinois, on le casse et on le contraint à se transformer. Alors, ça nous interroge justement, comme tu l'as dit aussi, sur ce qu'est un État souverain. Et là, tu es en train d'en faire l'illustration. Tu disais d'ailleurs tout à l'heure, pas de socialisme sans souveraineté. J'ai envie de dire, la réciproque est vraie aussi d'ailleurs, hein, parce qu'on entend beaucoup de souverainistes aujourd'hui qui prennent les socialistes, les communistes comme on voudra, pour des gens qui justement sont des apatrides. Bon, j'ai souvent eu l'occasion de revenir là-dessus. Et du coup, c'est intéressant pour nous aussi de se poser la question, après tout ça, est-ce que la Chine, du coup, de par la souveraineté politique qu'elle acquiert actuellement, ou qu'elle conserve en tout cas, est-ce que ça peut aussi être pour nous, dans la voie vers le socialisme qui nous serait propre, à être un modèle ou en tout cas un exemple? Je pense que la distinction te parle. Et on nous fait d'ailleurs là aussi souvent le reproche, hein, encore une fois, de vouloir dupliquer, d'avoir un modèle à l'identique, etc. Alors si ce n'est pas un modèle, est-ce qu'au moins ça peut être un exemple? Et si oui, sur quelle base? Oui. Alors, ce n'est pas un modèle parce qu'il n'y a pas de modèle de toute façon. Pas plus la Chine que n'importe quel autre pays ne constitue un modèle pour les autres pays parce que chaque pays doit trouver sa voie vers la souveraineté et le socialisme. Ça, pour moi, c'est un axiome tellement fondamental qui ne mérite même pas la discussion. Tous ceux qui nous expliquent, oh là là, mais non, alors vous revenez au socialisme dans un seul pays. Ben oui, on revient au socialisme dans un seul pays, en fait. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans le monde réel, si vous voulez.
Hein, les différentes chapelles gauchistes peuvent s'en tenir à leur marotte sectaire, là, de la révolution permanente et d'une espèce d'embrasement généralisé qui sauvera l'humanité dans une vaste parousie du prolétariat, on ne sait quand d'ailleurs. La réalité en fait historique, le processus réel de construction de quelque chose qui ressemble au socialisme et qui existe en fait. C'est pas quelque chose qui est purement imaginaire, c'est tout le contraire de ce qu'ils en disent. C'est-à-dire, c'est une révolution dans un pays qui peut, une fois qu'elle a réussi, qu'elle a posé les bases d'une lutte de longue haleine pour construire le socialisme, peut évidemment nouer des relations. Mais il n'y a pas justement de relations de ce type, c'est-à-dire qui participe de ce qu'on appelle l'internationalisme, s'il n'y a pas justement d'abord une prise de responsabilité par un peuple souverain qui décide d'aller vers le socialisme. Donc, il n'y a pas d'internationalisme sans souverainisme au bon sens du terme, c'est-à-dire sans patriotisme socialiste en réalité. Donc la Chine est un excellent exemple. C'est un excellent exemple parce que si les Chinois, en dépit de certains reproches que certains Chinois en tout cas adressent à Mao Zedong à titre posthume, lui reconnaissent une vertu, c'est d'avoir restauré la souveraineté de la Chine. Mao, c'est celui qui a lavé l'affront de ce siècle des humiliations qui a commencé avec les guerres de l'opium et qui s'est achevé en 1940. Mao a restauré la souveraineté chinoise, il a unifié le pays, il en a fait un État doté de la puissance nucléaire, il l'a réintroduit à l'ONU, il lui a donné une assise, je dirais, matérielle et symbolique qui fait que la Chine aujourd'hui, elle est respectée. Elle est attaquée par ses adversaires et ses ennemis, mais elle est respectée par la grande majorité des pays et même des États du monde aujourd'hui, parce que c'est un État souverain. Or, cette souveraineté est toujours le préalable indispensable à une édification du socialisme qui ne peut s'appuyer que sur la main de fer de l'État et non sur la main invisible du marché. Il n'y a aucun exemple d'ailleurs de développement économique réussi sans qu'il y ait eu, je dirais, la direction de ce développement par un État fort. Même les petits États d'Asie à caractère capitaliste qui ont réussi leur développement, comme la Corée du Sud, Taïwan ou d'autres, avaient un État fort. Alors, ils ont eu une aide colossale des États-Unis, ce qu'on oublie trop souvent, et ils avaient très souvent déjà des bases conséquentes pour le développement. Mais c'est un État fort qui a permis ce développement. La Chine, c'est non pas le modèle qui serait transposable dans d'autres pays pour sortir du sous-développement ou aller vers un développement plus achevé. C'est un exemple, en tout cas, c'est pas un modèle, mais c'est un exemple, comme tu l'as dit, et là je souscris totalement à cette formule, d'un développement réussi qui soit en même temps en direction du socialisme. C'est pas un développement capitaliste, c'est un développement socialiste qui a su utiliser en effet les ressources, les capitaux, les technologies du monde capitaliste développé pour accélérer le processus. Mais tout ça n'a été possible que parce qu'un État fort a joué le rôle de stratège, c'est un État stratège, l'État chinois, qui sert le développement du pays avec, ce qui est tout à fait étonnant d'ailleurs, quand on compare avec d'autres pays, une sorte d'élite dirigeante qui n'a qu'une idée en tête, c'est de développer le pays. Je ne sais pas si tu le sais, mais lorsqu'il y a un concours de haut niveau dans les universités en Chine, bon, les gars sont là, ils ont leur diplôme, ils sont tout contents, mais les 10 meilleurs, ceux qui sont arrivés en premier, ils reçoivent un coup de téléphone assez rapidement. Et un gars leur dit, toi, tu as été reçu premier, deuxième, il faut que tu viennes nous voir. En fait, c'est des agents du gouvernement qui vont les voir, qui leur disent, non mais, tu es le meilleur parmi les meilleurs, tu vas quand même pas travailler pour le secteur privé. Viens travailler. Et en fait, ils essaient de recruter les meilleurs pour le gouvernement. C'est étonnant comme système. Quand on sait comment l'ENA a été complètement pervertie, l'ENA cofondée quand même par Michel Debré et Maurice Thorez. Voilà. Et elle est devenue, en fait, je suis bien placé pour le savoir, puisque je l'ai vécu, une quasi-école de commerce où les mecs essaient ils rajoutent les 3 lettres ENA sur la carte de visite et ils vont pantoufler après dans le privé. Les 2 meilleurs de ma promo, ils sont partis dans le privé. Donc, en fait, il n'y a pas de développement sans souveraineté, il n'y a pas de socialisme sans souveraineté, il n'y a pas de souveraineté véritable sans socialisme, parce que les États qui se disent souverains mais qui ne sont pas socialistes, à un moment donné, finissent toujours par retomber sous la coupe du capital financiarisé, mondialisé.
Les États-Unis eux-mêmes, quand on y réfléchit, est-ce que c'est un État souverain? Quand la politique étrangère est largement déterminée en sous-main par un deep state où les multinationales de l'armement jouent un rôle exorbitant. C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est encore un État souverain? La France, évidemment, on n'en parle même pas. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais ça nous permet là aussi de rebondir sur la critique, si l'on peut dire. Alors, c'est un mot bien trop juste pour envoyer à l'idée qui est présentée par ces termes, mais la critique régulière qui est portée sur la Chine, à savoir, ben, du coup, on pourrait dire tout ça, ça se fait au prix finalement d'une dictature, d'une population qui est matraquée, etc. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et aussi, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de, c'est la même question quelque part, mais du fonctionnement de la démocratie chinoise? Parce que ce que je constate la plupart du temps, et c'est n'a rien d'étonnant, c'est que bien des gens qui qualifient la Chine de dictature n'ont aucune idée de son fonctionnement, n'ont aucune idée du fonctionnement des institutions de la Chine, ne mesurent absolument pas ce que c'est que d'organiser un pays avec autant d'habitants, etc. Et donc finalement, on est là uniquement dans le rapport idéologique d'inversion, de déformation du réel, à grands coups d'anathème, mais finalement, on n'y connaît rien. Alors, est-ce qu'on pourrait un petit peu essayer de défricher tout ça, ce rapport à la démocratie, aux institutions, et de savoir, du coup, est-ce que c'est une dictature ou non? Bon, alors ce qui serait très amusant, c'est que dans la constitution chinoise, il est question de dictature. Mais dictature au sens marxiste du terme, c'est-à-dire pour des raisons historiques, il y a en Chine un régime politique qui repose sur la direction du pays tout entier, de la société, de l'économie, par un organe dirigeant qui s'appelle le Parti communiste chinois. Dans ces conditions, si on veut appeler ce régime politique un régime dans lequel le Parti communiste exerce sa dictature, je dirais non seulement ce n'est pas faux, mais c'est ce qui est écrit dans la Constitution. Sauf que c'est la dictature démocratique du peuple. C'est-à-dire que pour les Chinois, la direction du pays par le Parti communiste n'est pas une sorte de chape de plomb qui pèserait sur les Chinois au profit d'une oligarchie de bureaucrates qui s'en mettraient plein les poches. C'est pas du tout ça. C'est que le pays a besoin d'une ossature politique qui permette d'en garantir la stabilité, ce qui est quand même pas négligeable dans un pays d'1,4 milliard d'habitants où la diversité ethnique, culturelle, linguistique est très importante. Ça, c'est quelque chose que les gens qui sont parlés en Chine en général ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas vu. C'est la diversité chinoise. Pour que ce pays tienne debout, il faut une ossature. Cette ossature, c'est le Parti communiste chinois. Peut-être que dans 100 ans ou 200 ans, ça sera autre chose. Aujourd'hui, c'est ça. Bon. Et ça tient. Il se trouve que ça tient. Et comme ça tient, le pays peut avancer. C'est-à-dire comme les conditions même de la stabilité du pays sont réunies par l'ossature que représente le Parti communiste chinois, un parti de 95 millions de membres, quand même, le plus grand parti du monde, eh bien, on peut mettre la Chine sur les rails du développement, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la direction du pays par le parti est la condition requise pour que le développement à long terme puisse être engagé. Je prends un exemple, la politique de l'enfant unique, qui a fait couler tant d'encre aussi bien en Chine d'ailleurs qu'à l'étranger. Il est évident qu'avec un autre régime politique, jamais une telle politique n'aurait pu être mise en œuvre. Elle a suscité des commentaires très contrastés, mais en réalité, les Chinois ont bien fait. Parce que s'ils n'avaient pas fait, ils auraient été confrontés à un problème que connaissent beaucoup de pays en développement. Et là aussi, il faut faire des études comparatives pour comprendre ce qui s'est passé en Chine. Il fallait bien accompagner la transition démographique. Les Chinois se sont dit, la transition démographique, on va lui donner un coup de pouce. On va l'accélérer parce que ce qu'on veut, c'est accélérer le développement des forces productives. C'est-à-dire qu'au moment où Deng Xiaoping a compris que la contradiction principale, comme il le disait, c'était entre l'aspiration du peuple chinois à davantage d'aisance matérielle et l'insuffisance du développement des forces productives, il ne fallait pas en même temps avoir à gérer une croissance démographique trop importante dans un pays qui, en plus, parce que ça, ce n'est pas le cas de tous les pays, était historiquement un pays très densément peuplé. Enfin, le premier recensement de l'histoire, il a lieu en Chine sous les Han, on avait déjà 50 millions d'habitants. Hein. C'était quand même pas rien à l'époque. Hein. On est au 1er siècle de l'ère chrétienne. Donc, sans des décisions qui parfois peuvent être impopulaires, mais qui vont dans le sens de l'intérêt général et l'intérêt à long terme du pays,
on ne pouvait pas conduire le socialisme en Chine, on ne pouvait pas développer le pays. Donc, sans le système politique, c'est vrai, il faut le dire, à certains égards un peu contraignant que constitue ce système de partis qui dirigent le pays, c'était pas possible, tout simplement. Tous ceux qui reprochent à la Chine d'être une dictature, j'ai envie de leur dire, mais quel aurait été le bon système pour la Chine? Puisque vous pensez, vous, à la place des Chinois, que en fait, les décisions qu'ils ont prises n'étaient pas les bonnes. C'est quoi finalement? Quelles ont été les erreurs, selon vous, qui ont été commises? Bon, ça n'a pas de sens. La meilleure façon de comprendre ça, c'est la comparaison que je fais souvent, moi, et je la ferai dans mon prochain livre d'ailleurs, entre l'Inde et la Chine. Parce que l'Inde et la Chine, en 1949, elles ont à peu près la même population, elles sont particulièrement délabrées, mais la Chine est beaucoup plus délabrée que l'Inde. Parce que malgré tout, en Inde, les Anglais ont quand même construit quelques lignes de chemin de fer. Et ils ont éduqué une petite partie de l'élite indienne. En Chine, il n'y a rien du tout. Ils ont eu 20 millions de morts entre l'invasion japonaise et la guerre civile, et la Chine, elle est dans le caniveau. Aujourd'hui, elle est la première puissance économique de la planète en parité de pouvoir d'achat. Et l'espérance de vie des Chinois vient de dépasser celle des Américains. Donc, on ne peut pas dire que le socialisme chinois, le développement socialiste de la Chine, qui a été assis sur, oui, il faut le dire, le quasi-monopole du pouvoir politique par le Parti communiste chinois, n'ait pas été une réussite. C'est une réussite. C'est une réussite qui doit donc nous amener à nous interroger sur la façon dont les Chinois ont accompli cette longue marche vers le développement et réussi à relever le défi qui était le leur en 1949, sortir le pays de l'ornière, en faire une grande puissance et donner aux Chinois aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont aujourd'hui, une aisance, je dirais, matérielle, un niveau de formation qu'ils n'ont jamais eu de leur histoire. Ça, si on ne mesure pas le caractère extrêmement rapide en réalité du développement de la Chine, on ne comprend pas pourquoi les Chinois finalement aujourd'hui tiennent encore à un système politique qui nous, vu de loin, surtout si on est mal informé, nous paraît complètement étrange. Oui, tout à fait. Bah, là, tu dresses un tableau plutôt positif du coup de la Chine, ce qui est assez rare. Et on peut se dire que ça n'a rien d'étonnant quand on sait ça, qu'ils se mettent en place. Alors, j'essaie de le dire avec des mots assez simples, hein, et tu reprendras si tu le souhaites, qui est une forme de guerre froide que tout le monde atteste Oui, alors vis-à-vis de la Chine, qui peut-être d'ailleurs pourrait tendre vers une guerre plus chaude. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça s'articule de différentes manières, mais on voit bien qu'il y a toute une stratégie qui s'est développée, notamment depuis la crise Covid aussi, enfin je crois, où on a accentué justement des discours anti-Chine, anti-chinois aussi, hein, et qui s'enracinent dans ce qui a pu se passer à Hong Kong, dans ce qui se passe à l'heure actuelle à Taïwan, mais aussi on pense à l'affaire liée aux Ouïghours, où là encore, à la manière d'une union sacrée chez nous, toute la classe politique, qui est de manière quasi unanime, à l'exception peut-être, et pas du parti, mais de la personne de Jean-Luc Mélenchon, qui garde de bonnes distances sur ces questions-là. oui, Sinon, tout le monde s'est complètement fourvoyé là-dedans et y est allé à grands coups aussi d'influenceurs sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui est quand même assez intéressant et qui dénote bien quelque chose de cette guerre froide. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment est-ce qu'on peut essayer de rétablir, là aussi peut-être, sans dire de rétablir la vérité, mais en tout cas au moins essayer d'apporter un point de vue qui soit un peu différent du matraquage permanent de l'idéologie dominante, là. Alors cette question, je dirais, de la géopolitique de la Chine, c'est-à-dire la façon dont la Chine est aujourd'hui prise pour cible par les États-Unis et leurs alliés sur un certain nombre de sujets, est liée à la question précédente, c'est-à-dire que le prétexte le plus généralement invoqué de l'offensive médiatique, politico-médiatique contre la Chine, c'est la litanie habituelle sur les violations des droits de l'homme. Alors là-dessus, il faut quand même rappeler certaines choses. Prenons l'exemple de Hong Kong. Il y a eu des manifestations à Hong Kong pendant pratiquement 2 ans. Elles s'arrêtaient, elles reprenaient, ça s'est calmé aujourd'hui. Le Covid est sans doute pour quelque chose, et puis les mesures prises par l'État chinois aussi. Ces manifestations étaient, oui, clairement, des manifestations venant de partie de la population congolaise, pas la totalité, qui ont cru qu'en manifestant dans la rue, elles allaient pouvoir obtenir de l'État chinois un régime encore plus dérogatoire que celui dont bénéficie le régime
le territoire de Hong Kong qui jouit d'un régime d'administration spéciale. Mais la vraie question là-dedans, c'est la question de la souveraineté chinoise. Enfin, je ne blâme pas les jeunes Hongkongais formés à l'occidental qui s'imaginent qu'ils vont continuer à vivre comme ils vivaient, alors même que Hong Kong a été, heureusement, après un siècle d'occupation coloniale, rétrocédé à la Chine. Mais c'est complètement irréaliste. C'est-à-dire que de toute façon, le mouvement hongkongais lui-même, si on en examine les bases politiques et idéologiques reposent sur du sable. Qu'en plus, les États-Unis aient cru bon de soutenir ouvertement, comme ils l'ont fait de manière grossière, avec des rendez-vous entre diplomates américains et dirigeants du mouvement hongkongais filmés dans des parkings. Enfin, c'est hallucinant ce qui s'est passé. N'a fait en fait que décrédibiliser le mouvement. Parce que la question n'est pas de savoir si tel ou tel dispositif politique ou législatif ou électoral est bon ou n'est pas bon par Hong Kong. Pour Hong Kong, cette question ne nous regarde pas. C'est une question intérieure chinoise. Les Chinois sont bien conscients que, compte tenu de l'histoire, il va falloir faire des concessions, il va falloir maintenir le système, d'ailleurs auquel Pékin s'est toujours montré attaché donc d'un pays de système, mais il y a des limites. La limite à franchir, en fait, elle a été clairement fixée, c'est la revendication séparatiste, plus ou moins larvée. À partir du moment où une partie des manifestants ont manifesté avec des drapeaux américains et britanniques, là, on peut se dire que la ligne rouge a été franchie. Bon. Ceux qui ont été condamnés récemment, puisqu'il y a eu des condamnations, ce sont des gens qui ont, avec le soutien matériel et symbolique de puissances étrangères, tenté de déstabiliser un territoire de la République populaire de Chine. Si demain, des gens en France, avec le soutien matériel et symbolique de puissances étrangères, tentent de déstabiliser une province française, je leur souhaite bien du plaisir. Bon. Deuxième remarque sur Hong Kong, il n'y a pas eu de répression féroce comparable à ce que la France a connu au moment des Gilets jaunes. Il n'y a eu aucune image, aucune vidéo de manifestants frappés, blessés ou mutilés par les forces de l'ordre hongkongaises qui ont été remarquables de retenue dans la façon dont elles ont géré des manifestations de plusieurs centaines de milliers de personnes. Ça, c'est quand même extraordinaire. Je me souviens qu'au moment des manifestations, les médias mainstream français nous montraient des images de blindés chinois s'entraînant, nous disait-on, à proximité de la frontière avec Hong Kong. Oui, en fait, on ne sait pas où étaient ces blindés. En tout cas, on n'en a pas vu la couleur à Hong Kong. Pourquoi est-ce que Pékin aurait envoyé des blindés à Hong Kong, alors que manifestement la politique du pouvoir chinois dans cette affaire, relayée par les autorités de Hong Kong, bien sûr, qui sont liées à Pékin, c'était de gérer ça avec le plus de retenue et d'intelligence possible. Ce que visiblement, ils ont réussi à faire. Tu as évoqué un deuxième sujet, c'est Taïwan. Mais à Taïwan, qui jette de l'huile sur le feu, si ce ne sont les puissances occidentales qui envoient leur marine de guerre patrouiller à quelques encablures des côtes chinoises dans le détroit de Formose, qui se trouve bien sûr entre Taïwan et la Chine continentale. Enfin, ce n'est pas quand même la marine chinoise qui en sert, qui a mis en place tout un dispositif, avec des bases d'ailleurs, comme l'ont fait les Américains, au large de Manhattan et de la Floride. Ce sont les États-Unis et leurs alliés qui campent à quelques kilomètres des côtes chinoises, qui ont mis en place tout un dispositif qui va de la Corée du Sud, qui passe ensuite par Taïwan, puis par les Philippines, pour enserrer dans une espèce de réseau de bases, de circulation de sous-marins, de navires de guerre, etc., l'ensemble de la mer de Chine orientale, de la mer de Chine méridionale. Donc la tension géopolitique, avec le risque évidemment de conflagration militaire qu'elle recèle, qui a lieu en ce moment autour de Taïwan, elle est créée de toutes pièces par les États-Unis. D'ailleurs, les Chinois, depuis le fameux consensus de Singapour, avec les autorités taïwanaises du temps où elles étaient dirigées par le Kuomintang, ont clairement défini leur politique. Nous voulons une unification par la voie pacifique qui se fera progressivement et qui aboutira à un système, un dispositif, un pays de système comparable à ce qu'il y a à Hong Kong. La ligne politique de la Chine, elle n'a pas changé. Taïwan, c'est la Chine, mais ça se fera pacifiquement et nous voulons un système à terme qui ressemble à ce qui est proposé, ce qui a été installé avec Hong Kong. C'est-à-dire nous acceptons la spécificité taïwanaise. Ça me paraît une position extrêmement raisonnable, sachant que Taïwan, c'est la Chine. C'est une province de l'Empire Qing depuis 1881. Elle avait déjà été d'ailleurs sous la coupe de différents empires chinois. Ce sont les Japonais, en fait, qui l'ont conquise
avec le traité de Shimonoseki en 1895 et qu'ils vont arracher à la Chine. Et depuis, effectivement, elle n'est jamais vraiment retombée dans le giron national parce que la Chine, à partir de 1911, elle est complètement implosée. Et aussi bien d'ailleurs, Chiang Kai-shek, quand il dirigeait la Chine, que Mao Zedong ensuite, ont toujours dit que Taïwan faisait partie de la Chine. D'ailleurs, la doctrine officielle du Kuomintang, qui est le parti longtemps au pouvoir à Taïwan et qui a été supplanté par le parti démocrate plus ou moins indépendantiste, c'est qu'il n'y a qu'une seule Chine. Donc il y a une base de discussion entre de nombreux Taïwanais. Il y a 1 million de Taïwanais à Shanghai. Si la Chine populaire était un enfer totalitaire, hein, pour quelle raison ce million de Taïwanais serait allé s'installer à Shanghai? Il y a 70 000 entreprises taïwanaises qui se sont implantées sur le continent. D'ailleurs, quand la Chine, les dirigeants chinois disent si jamais les Taïwanais, sous influence américaine, proclament leur indépendance, nous prendrons des mesures très sévères, ils ne veulent pas du tout dire qu'ils vont envahir la Chine, Taïwan. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils prendront des mesures économiques, sans doute. C'est-à-dire qu'ils mettront la pression économiquement sur Taïwan. Et je pense que les Taïwanais le savent et qu'ils vont être très prudents dans cette affaire. Il n'empêche qu'effectivement, ils ont besoin, enfin, pour ceux qui rêvent d'indépendance et qui veulent à tout prix éviter l'unification, ils s'appuient sur les États-Unis qui ont transformé cette île sécessionniste en une sorte de bastion avancé de l'impérialisme à quelques kilomètres des côtes chinoises. C'est ça la réalité. Dernier dossier que tu as évoqué, le Xinjiang. Le Xinjiang, enfin, quand je pense que Libération a titré génocide en cours au Xinjiang quelques jours après que Mike Pompeo ait lâché ce mot, ça en dit long sur l'indépendance de la presse française quand même. De Pompeo à Libération, hein, ligne directe, hein, toc, transfusion immédiate. Soyons sérieux, bien sûr, il n'y a pas de génocide. Il y a un peuple, les Ouïghours, qui constituent au moins la moitié de la population du Xinjiang aujourd'hui. C'est d'ailleurs la région autonome ouïghour du Xinjiang, c'est le nom officiel. Le président de l'autorité provinciale est un Ouïghour. Le ouïghour est l'une des langues officielles de ce territoire. Les Ouïghours bénéficient de mesures de discrimination positive pour l'entrée à l'université. Ils ont été exemptés de la politique de l'enfant unique, ce qui est un privilège, mais énorme. De 1978 à 2015, l'État chinois a dit aux Han, qui représentent 90% des Chinois, vous n'aurez qu'un enfant par famille. Xi Jinping n'a qu'un enfant. Et il a dit aux 52 nationalités minoritaires, aux Minzu, vous aurez droit jusqu'à 3 enfants. Les Ouïghours ont vu leur population pratiquement doubler dans la période. Et on nous parle de génocide. Bien sûr, entre-temps, à partir de 2009, une vague de terrorisme séparatiste et takfiriste s'est abattue sur le Xinjiang, jusque d'ailleurs à une région où je suis allé il n'y a pas longtemps, qui est le Yunnan. Je suis allé à la gare de Kunming, qui est la capitale du Yunnan, et je suis allé à l'endroit où 30 Chinois ont été tués à l'arme blanche par des séparatistes ouïghours en 2014. Tout cela a laissé des traces, mais l'État chinois a réagi. L'État chinois a éradiqué la branche ouïghour d'Al-Qaïda qui s'appelle le Parti islamique du Turkestan. Elle l'a éradiqué. Comment? En détruisant les cellules terroristes, en emprisonnant des gens. Dans le livre blanc sur la sécurité au Xinjiang, publié en 2019, c'est très clair. Ils ont arrêté 29 000 personnes, hein, la province compte 25 millions d'habitants, et ils ont interdit la diffusion de la littérature wahhabite et takfiriste. Ben, très bien. Quel citoyen de n'importe quel pays ne se réjouirait pas qu'on éradique des organisations séparatistes et terroristes soutenues par l'étranger, par le Congrès mondial ouïghour, dont le siège est au Congrès des États-Unis, dont la présidente, une ancienne milliardaire chinoise d'ailleurs, est l'amie personnelle de George W. Bush. Voilà. Encore une fois, c'est un très bon exemple de ce que c'est que la souveraineté chinoise. Les Chinois, ils combattent vraiment le terrorisme. Les Occidentaux, ils font semblant. Oui. Ils s'en affligent à domicile tout en le soutenant chez les autres. Les Syriens en savent quelque chose. Tout à fait. En fait, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a évidemment ce double discours permanent qui est à la fois la lutte contre le terrorisme à toutes les sauces et qui, en même temps, quand on voit là encore un exemple, en tout cas, pour ne pas dire qu'il faudrait faire un copier-coller qui sera un modèle, mais un exemple d'une lutte antiterroriste efficace, tout à coup, d'un seul coup, ça devient la dictature. Voilà. C'est ça. Et on est toujours dans... Alors, les fameux camps de concentration n'existent pas. En fait, il y a des camps d'internement pour quelques milliers de personnes.
le livre blanc parle de 29 000 personnes, je ne sais pas combien ça relève de la sécurité nationale. Ils ne vont pas diffuser comme ça les informations, surtout dans le climat. Il y a un certain nombre de gens qui sont emprisonnés, c'est évident. Et à côté de ça, il y a quelque chose, mais qui n'a rien à voir. Ce sont des centres de formation professionnelle semi-fermés. Je connais des Chinois avec qui je suis en contact via les réseaux qui connaissent des gens qui y sont. Enfin, c'est une formation de première main. Selon les cas, on sort tous les mois, ou on peut aller voir sa famille une fois par mois, ou 2 fois par mois, parfois tous les week-ends. Ça dépend du régime de séjour qui a été établi pour la personne. Et il y a beaucoup, effectivement, de jeunes Ouïghours qui ont été invités, aimablement mais fermement, à venir se former dans ces centres pour éradiquer le chômage au Xinjiang, offrir à ces jeunes Chinois d'ethnie ouïghour d'autres perspectives que de parler, de mêler religion et politique dans des conversations nocturnes avec des gens peu recommandables. Les Chinois ont pris au sérieux aussi bien le volet répressif que le volet préventif dans la lutte contre le terrorisme séparatiste. Bon. Voilà. Ils ne combattent pas les Ouïghours, ils défendent les Ouïghours contre une petite minorité de gens qui ont pratiqué le séparatisme et le terrorisme. Il faut savoir que le séparatisme est interdit par la constitution chinoise. Ça, c'est très important. Mao Zedong, c'est quelqu'un qui avait compris dès le départ que, compte tenu de la diversité ethnique de la Chine et du poids écrasant, démographiquement parlant, des Han, il fallait instaurer un régime d'égalité stricte entre les ethnies, avec des dispositifs de discrimination positive pour les ethnies minoritaires, mais interdire en même temps toute velléité séparatiste. Parce que si une ethnie se voit reconnue d'une manière ou d'une autre le droit à séparation, ça veut dire que la Chine implose. Bon. Et aucun Chinois ne souhaite l'implosion de la Chine, sachant que parmi les ethnies dites minoritaires, les Minzu, la plus nombreuse, c'est les Zhuang, on n'entend jamais parler. Moi, je suis allé dans la région de Zhuang, au Guangxi. C'est les Hui, qui sont des musulmans. Personne n'entend parler, ils sont plus de 20 millions. Et puis après, tu as des petites minorités, parfois de quelques milliers d'individus, parce que, en fait, les Chinois ont fait dans les années 50 ce que Lénine et Staline, d'ailleurs, avaient fait avec les minorités nationales dans l'Union des républiques socialistes soviétiques. On a mobilisé des géographes, des linguistes, des historiens, on est allé s'adresser aux populations pour voir un petit peu quelles étaient leurs aspirations, et on a, comme tu le sais sans doute, dans le cadre de la politique des nationalités, reconnu un droit à l'autonomie culturelle dans le cadre de l'Union des républiques socialistes soviétiques. C'est un système un peu analogue que les Chinois ont mis en place, avec toujours cette idée que toutes les ethnies sont égales, et peut-être même certaines plus égales que d'autres, parce que comme elles ont un retard de développement, il faut les aider davantage. Ce que les Soviétiques ont fait au profit de l'Ouzbékistan, où je suis allé en 1987, et c'est ce qui explique d'ailleurs la sécession des républiques baltes à l'époque, qui étaient mécontentes de payer pour les républiques du sud de l'Union soviétique, chose qui a été complètement occultée de toutes les narrations de la chute de l'Union soviétique. Et ça, c'est très important, parce qu'en même temps, la loi chinoise interdit toute expression, d'une manière ou d'une autre, de racisme. Il n'y a pas de législation plus draconienne à l'encontre de toutes les formes de racisme ou d'ethnicisme. Il est interdit, par exemple, d'employer des termes infamants pour désigner d'autres ethnies. Enfin, pour parler très clair, un Zemmour en Chine, c'est pas possible. Quelqu'un qui dit « je laisse aux musulmans le choix, c'est l'islam ou la France », en Chine, c'est impossible. Ce serait contraire à la Constitution, contraire à la politique chinoise, contraire à l'éthique politique de ce pays. Voilà. Pour moi, c'est contraire à l'éthique de la République française, mais ce qui est devenu la République française, malheureusement. C'est intéressant aussi sur le fait que je ne m'y étends pas, je lance ça juste pour les auditeurs et parce qu'ils savent que c'est un sujet qui m'intéresse et sur lequel j'aurai à revenir encore prochainement. Mais ça nous montre là encore aussi que la voie vers le socialisme est aussi la voie préférable pour l'émancipation de tous contre certaines théories dites de l'intersectionnalité qui se moulent complètement avec le modèle capitaliste. Enfin, je pose ça là comme un... Tout à fait. Oui, oui. On pourrait en reparler. Il y a un autre élément qui me vient en tête, je suis désolé, parce que c'est un peu décousu ça par rapport à ce qu'on disait, ça m'avait échappé, mais on me fera le reproche de ne pas en avoir parlé si on ne le fait pas. C'est tout ce qui a trait à la question du crédit social. Comment Oui. le
ça s'organise, cette question du crédit social en Chine? Est-ce qu'on peut y voir c'est aussi une forme de nouvelle monnaie, on pourrait dire, peut-être dégagée d'une certaine valeur d'échange ou ce genre de choses? De loin, évidemment, on voit ça encore comme une affreuse dictature, un contrôle social, une surveillance de masse, etc., qui évidemment chez nous n'existe pas Non, bien sûr. et n'est Chez évidemment nous aussi. pas le thème des GAFAM. Bref. Chez nous, si tu ne rembourses pas tes dettes, tu n'as aucun problème. Si tu ne paies pas tes impôts, tu n'as aucun problème. Si tu brûles un feu rouge devant les gendarmes, tu n'as aucun problème. Il n'y a aucun contrôle social, n'est-ce pas? Alors, en Chine, il y a du contrôle social, et le contrôle social, il est d'autant mieux accepté que c'est conforme à l'éthique confucéenne. Voilà, c'est comme ça. Il y a un très beau texte du philosophe chinois Zhao Tingyang où il explique que, moi je le fais avec mes élèves en philo, que l'esprit du confucianisme, c'est de dire qu'il y a des droits, mais il y a surtout des devoirs. C'est très intéressant. Il y a surtout des devoirs. Parce que se dire qu'en tant qu'individu, on a des devoirs vis-à-vis des autres, c'est s'obliger à une certaine éthique qui n'est pas la même que celle qui reposerait sur l'idée qu'on a surtout des droits pour soi, et puis on verra après ceux des autres. Et moi, je dirais que nous n'avons pas des droits et des devoirs, nous avons des devoirs et des droits. De ce point de vue-là, je serais assez confucéen. En tout cas, c'est le bon côté de l'éthique confucéenne, qui avait aussi évidemment des relents d'ultraconservatisme et de patriarcat, bon, qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être, surtout depuis la loi de 1950 en Chine, qui a émancipé la femme chinoise. Ça aussi, c'est un sujet dont on pourrait parler. C'est quand même une révolution, un des aspects fondamentaux de la révolution chinoise, ça a été la loi de 1950, qui a aboli le patriarcat, instauré l'égalité homme-femme, autorisé la femme à divorcer, à utiliser la contraception et à pratiquer l'avortement si nécessaire, 1950, en Chine. Le crédit social, c'est un système de contrôle d'un certain nombre de groupes ou d'individus dont on estime que leur comportement peut nuire à la société. Ça ne concerne pas seulement d'ailleurs les simples citoyens, ça concerne les entreprises. Bon, ça c'est le premier point. Donc, pour les Chinois, d'après ce que j'ai lu, les discussions que j'ai eues avec des Chinois, ça ne pose pas tellement de problèmes pour eux. Hein. Le principe ne passe pas. Après, ils s'interrogent, comme tout le monde, sur l'usage qui peut en être fait si, évidemment, ce système tombe en de mauvaises mains. S'il est utilisé, dire à rebours de l'objectif pour lequel il a été fait, c'est-à-dire en faveur de l'intérêt général, pour la défense des intérêts de la collectivité. Bon. Mais le système chinois est organisé de telle façon qu'il y a toujours, quand il y a une activité publique, une instance de contrôle, et puis une instance de contrôle du contrôle. Alors, je ne sais pas si tu as lu la résolution du comité central publiée le 11 novembre, qui est un texte tout à fait étonnant, qui, avec une grande franchise, il y a un passage qui est remarquable, je pense que je ferai un commentaire écrit un jour, dit « Dès qu'il y a du pouvoir, il faut le contrôler. Il faut mettre, dit le texte, le pouvoir, il parle du pouvoir du Parti communiste chinois, dans une cage. Il faut l'enserrer de toute une série de cercles concentriques d'organismes de contrôle. C'est très intéressant. On ne peut pas gérer un pays d'1,4 milliard d'habitants qui est en plein développement, qui est sur la trajectoire d'un socialisme moderne, une société de moyenne aisance, s'il n'y a pas toute une série d'organismes de contrôle, aussi bien pour les particuliers que les entreprises ou les pouvoirs publics. Le crédit social, c'est le prix à payer pour que la société préserve sa stabilité et qu'on évite les dérives qui résulteraient du déchaînement des intérêts individuels, en fait, des passions égoïstes d'un certain nombre de gens. Une remarque quand même, ce système n'a pas été étendu à toute la Chine de manière homogène. En fait, il y a des expérimentations menées province par province sur différentes thématiques. Et d'ailleurs, ça n'a pas toujours très bien fonctionné, notamment avec le problème des homonymies, puisqu'en Chine, beaucoup de gens s'appellent Wang, ou Zhang, ou Li, etc. Ça pose d'énormes problèmes de gestion purement technique. Donc, ce que j'ai lu, moi, c'est qu'en fait, le gouvernement chinois dit c'est dans cette direction qu'il faut aller, mais il faut y aller prudemment. Voilà. Il faut qu'on s'assure quand même que ce système, qui est pour l'instant au stade expérimental, donne les résultats qu'on en attend. Alors évidemment, tout ça est interprété dans les médias français et internationaux, enfin occidentaux, comme l'illustration orwellienne d'un système totalement totalitaire où tout le monde est sous. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu te rends compte, avec ce système, il y a la reconnaissance faciale. Je lui ai dit, mais moi, quand je prends l'avion à Saint-Denis de la Réunion pour aller en France, je fais l'objet d'une reconnaissance faciale par le truc qui est à l'aéroport. Enfin, vous voulez vivre dans quel monde ? On vit dans un monde où les technologies les plus sophistiquées sont utilisées, oui, pour contrôler les déplacements. Bon, ben, c'est comme ça. Alors, je comprends, moi, les gens qui disent, je refuse ça, mais alors, tu refuses, effectivement,
Ce n'est pas le système chinois que tu refuses à ce moment-là. C'est une évolution sociale qui est aujourd'hui un phénomène universel, qui est peut-être davantage poussé en Chine parce que c'est un pays immense, technologiquement très avancé, où il y a une masse humaine considérable à gérer. Ah, c'est sûr que quand on a passé du temps dans un aéroport ou une gare chinoise, on comprend pourquoi il y a ce genre de système. Si les choses ne sont pas sous contrôle, si les déplacements individuels ne sont pas sous contrôle, le système implose. Il ne peut pas fonctionner autrement. Les Chinois, ils ont une carte d'identité magnétique. Ils font tout avec ça. Ils ne peuvent pas voyager sans ça. Alors évidemment, il y a certainement un ordinateur quelque part qui sait que M. Wang, il est allé de Pékin à Shanghai à tel... Ben oui, mais ça... Voilà. Pour résumer ma pensée là-dessus, je comprends les arguments de ceux qui trouvent ça abominable. J'ai envie de leur dire, bah, tu t'es trompé d'époque. Parce que là, c'est une évolution qui me paraît, moi, inéluctable. Oui, alors, ce que j'ajouterais d'ailleurs au passage, n'hésite pas à me le dire si tu n'es pas d'accord, mais en fait, ça pose uniquement, encore une fois, le vieux problème qui est celui de l'outil et du développement technologique. Et au contraire, même, j'ai envie de dire, si tant est qu'on ait envie de refuser et qu'on soit rétif à l'égard justement de ce développement technologique, ce qui peut s'entendre, ben, il faut choisir entre est-ce qu'on accepte du coup que ce développement technologique finalement, eh bien, il nous a fait vivre par l'intermédiaire des GAFAM de Google, d'Elon Musk, parce qu'encore une fois, le contrôle social avec les petites étoiles, etc., tel qu'on nous le figure en Chine, chez nous, je suis désolé, mais il existe activement avec la question des avis, etc., à longueur de temps. Donc, est-ce qu'on décide du coup de comprendre que c'est un outil et que l'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, est-ce qu'on préfère que ce soit aux mains de quelques-uns d'une oligarchie capitaliste sur lequel on n'a aucun avis à donner, ou est-ce qu'on décide au contraire qu'il y a un contrôle démocratique de tout ça? C'est encore une fois, la question, c'est pas est-ce que l'information est dans un ordinateur, mais c'est qui a accès à cet ordinateur par la suite et qui fait quoi de cette information? Parce que l'information soit dans un ordinateur, si elle l'est simplement parce que c'est un outil qui nous permet effectivement de naviguer, etc., bon, ça me paraît moins dramatique. Et là, effectivement, sinon, on est dans une technophobie qui là est un autre problème, quoi. Oui, oui. Oui, oui, mais que je comprends en même temps. C'est vrai qu'un monde dans lequel on serait tous libres, tous heureux, tous riches, tous beaux, tous jeunes, mais sans technologie, sans production industrielle qui pollue, sans contrainte de toute... Bon, d'accord. Vous avez les gens qui vous disent, par exemple, ouais, non, mais il faut faire du localisme. On va tous faire de la permaculture dans des ZAD. Ouais, non, mais voilà. Mais alors, d'accord, mais accepte une réduction de 90% de ton niveau de vie. Voilà. D'ailleurs, il y a un bouquin de Lordon qui est amusant, je ne sais pas si tu l'as lu, il a publié coup sur coup 2 bouquins là, qui réfléchissent un peu de manière un peu intellectuelle sur le communisme, et à un moment donné, il dit, mais c'est vrai que tout ce qu'on dit là, ça suppose que les gens acceptent une réduction drastique de leur niveau de vie. Ce qui montre évidemment le réalisme de ces propositions, puisque tu ne peux pas dire aux gens, pour être heureux, vous allez devoir consommer, tu peux leur dire, pour être heureux, il faut consommer autrement, mais tu ne peux pas leur dire, à la majorité des gens qui habitent sur la planète, pour être heureux, tu vas devoir consommer 70% en moins. C'est pas possible. Bien sûr, à certains, on devrait le dire. Mais à la société tout entière, c'est pas possible. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Ils accèdent en fait à un niveau de développement et un niveau de vie qui ressemble de plus en plus à celui des pays développés du monde occidental. Voilà, c'est tout. Si on trouve ça scandaleux, c'est qu'on considère que c'est fonction de la couleur de la peau, alors voilà. Hein. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle il y a toute une chape de plomb écologiste qui consiste finalement aujourd'hui à dire qu'il viendrait à trop polluer, etc. Sous-entendu, il ne faudrait pas qu'il se développe, Oui. il ne faudrait pas qu'il accède à ce niveau de vie. Il y a un bouquin qui vient de sortir, là, je vais me procurer, qui a l'air pas mal, pour une fois, un bouquin un peu mainstream, qui parle justement de la poussée de la revendication écologique en Chine. En Chine, il y a des milliers d'associations environnementales. La Chine est un pays qui devient de plus en plus soucieux de la transition écologique, et à juste titre, et ils ont fixé des objectifs, la neutralité carbone en 2060, etc. Ils développent de manière alors systématique les énergies non carbonées, nucléaire, éolien, solaire et hydraulique. Ils font du très bon boulot dans ce domaine. La plus grande opération de reboisement de la planète, elle n'est pas en Amazonie, hein, elle est en Chine. Et ça, c'est Mao qui l'avait initié. C'est Mao, hein, c'est un truc très ancien, avec l'armée populaire libération qui plante des milliards d'arbres. Hein. Donc je pense que de ce côté-là, je dirais l'angle d'attaque écologique de la part de la bourgeoisie bobo occidentale et de ses relais médiatiques, il est de plus en plus faible.
Parce que la Chine, précisément, d'abord, pollue beaucoup moins par habitant qu'un certain nombre de pays. Hein. Les États-Unis polluent par habitant, je parle de gaz à effet de serre, 70% de plus que les Chinois. Hein. Voilà. Quand un Chinois pollue 10 tonnes, un Américain en pollue 17 tonnes. C'est le dernier chiffre que j'ai pu consulter. Donc, de ce côté-là, par contre, c'est vrai, je reviens un peu en arrière, c'est vrai qu'on voit bien aujourd'hui que l'angle d'attaque contre la Chine, bon, à un moment donné, c'était le Tibet. On n'en parle plus parce qu'il n'y a plus rien à dire. En fait. Plus rien à dire. Le Dalai Lama, il y a longtemps qu'il a renoncé à l'indépendance du Tibet. Il écrit des bouquins. Et au Tibet, personne ne demande rien. Tout va très bien. Ensuite, on a eu les Ouïghours, etc. C'est aujourd'hui vraiment la question, effectivement, des droits de l'homme. Par exemple, la surmédiatisation de la ridicule affaire Peng Shuai est extraordinaire. Quoi. Enfin, une joueuse de tennis qui a une histoire de fesses avec un type, où il n'y a même pas de plainte. Il n'y a pas de plainte, c'est même pas une affaire judiciaire, et qui est montée en épingle par toute la presse occidentale, c'est absolument sidérant. Pourquoi? Pour accréditer l'idée totalement fausse que la Chine, en fait, est un pays dans lequel les gens vivent dans la terreur, hein, sous la pression d'un État totalitaire qui leur impose des choses abominables. Mais ce n'est pas du tout vrai. Il y a un consentement des Chinois à l'ordre social et politique qui est le leur, qui est impressionnant. Toutes les enquêtes d'opinion menées par des organismes occidentaux l'ont montré. 80 à 95% des Chinois, oh bien sûr, il y a toujours des mécontents pour telle ou telle raison, mais ils disent, bon non, mais chez nous, ça fonctionne. Hein. Moi, je veux dire, le moment où une grande majorité de Chinois dira, non, non, mais on veut un système à l'occidental, ce moment n'est pas arrivé. Hein, et il ne risque pas d'arriver. Hein. Je n'y crois absolument pas. Ils ont un système qui fonctionne, pourquoi est-ce qu'ils l'abandonneraient au profit d'un système, le nôtre qui ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. Alors la démocratie, mais ils ont leur système démocratique. Il y a des élections tout le temps en Chine. Alors bien sûr, il n'y a pas le multipartisme concurrentiel, avec compétition pour le pouvoir à la clé, promesses électorales, violation des promesses électorales, rebelote, ça ils n'en veulent pas. Ils voient comment ça se passe chez nous, ils ont compris que ce n'était pas un bon système. Ils ont un système qui effectivement tourne autour du Parti communiste, il y a un certain nombre de partis, il y a une dizaine de partis qui sont des partis associés au pouvoir, enfin c'est le Parti communiste chinois effectivement qui dirige. Donc tu veux faire de la politique en Chine? Tu veux contribuer au développement de ton pays? Adhère au parti. C'est un système qui fonctionne, à condition effectivement que le parti conserve cette éthique révolutionnaire, au bon sens du terme, qui était la sienne, cette éthique socialiste, et qui ne soit pas gangrenée par la corruption. Parce que le vrai problème, en fait, en Chine, c'est pas la démocratie. La démocratie à la chinoise, elle fonctionne. Le vrai problème, et ça, la résolution du comité central du 11 novembre le dit expressément, c'est la corruption. Parce que dans un système comme celui-là, où en plus l'échange de cadeaux est une vieille tradition chinoise, en échange d'une faveur, tu as un cadeau, etc., ça, c'est un problème. Dans le texte de la résolution du 11 novembre, il est écrit que la corruption avait atteint un niveau proche de la gangrène. C'est pas moi qui le dis, c'est la résolution du comité central qui a été publiée, que tous les Chinois ont pu lire. Et Xi Jinping mène depuis 2011, depuis 2012, une politique d'éradication de la corruption qui est extrêmement populaire. Ça, là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet et qui montre aussi que depuis l'accession au pouvoir de Xi Jinping, clairement, les choses ont changé. On a, à mon avis, une nouvelle période. Je pense qu'il y a eu la période Mao, il y a eu la période Deng et ses successeurs, on va là vers une troisième période, très clairement. Il y a une inflexion de la politique chinoise qui est saisissante. Et sur le terrain de la corruption, je pense que les choses se sont nettement améliorées parce que le haut fonctionnaire ou le cacique du parti ou le chef d'entreprise qui aujourd'hui se laisse corrompre, il sait qu'il prend un risque énorme. J'ai vu dernièrement dans la presse chinoise qu'un milliardaire chinois avait été condamné à mort pour corruption et bigamie, la condamnation à mort ayant été commuée en détention à perpétuité, ce qui est le cas généralement maintenant en Chine. Enfin, ça fait réfléchir. Quand j'étais en Chine, il n'y a pas très longtemps, j'étais chez les amis chinois, ils me disaient, tiens, là, on a un cousin, ça va te faire rire. Mes anecdotes souvent sont intéressantes. Il a fait un truc horrible. Il a pris 8 ans de prison et ses complices 1 an de prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a téléchargé des films porno sur Internet et il les a revendus. Ça fait réfléchir. Non, mais il y a un certain nombre de sujets tabous en Chine. La corruption est devenue un sujet tabou. Tu sais que si tu te laisses corrompre, tu as intérêt à ne pas te faire prendre. Voilà.
la, la, la pornographie, bon, c'est un truc anecdotique, mais c'est étonnant, quoi. C'est étonnant quand on voit comment chez nous, bon, elle déferle. Et on voit encore une fois, là, on en a beaucoup parlé, les questions de l'État souverain, etc., mais plus largement aussi la manière dont la politique, au sens fort, le politique est toujours d'actualité, encore une fois, et alors qu'on nous laisse entendre effectivement que ce serait une sphère dépassée, qu'il n'y aurait plus aucun enjeu au niveau Non. politique, etc., alors que justement, là, on voit bien concrètement et dans l'actualité que c'est possible, que c'est envisageable. J'ai une question d'ailleurs toujours très politique par rapport aux mutations, mais un peu plus philosophique. Bon, ceux qui ont tenu jusque-là continueront de tenir de toute façon, j'imagine, mais euh, Ouais. tu as parlé d'une forme d'éthique, on pourrait dire confucéenne, du Ouais. devoir. Ouais. Avec les mutations que la Chine peut être en train de connaître, hein, c'est une vraie question que j'ai, c'est pas une question avec une réponse sous-entendue là. Et les développements de certaines classes sociales, je veux dire par là, comme on a pu le voir chez nous, développement de certaines nouvelles couches moyennes, Hmm. est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement d'une volonté d'émancipation individuelle? Peut-être que ça n'a aucun sens ce que je dis pour un Chinois, hein, mais justement, je pose la question, Non, non. ça peut intéresser. Bien. En gros, ma question sur le plan strictement philosophique, elle serait quelle place en fait il y a encore ou peut-il y avoir pour la subjectivité, pour l'individualité, Ouais. etc., qui est souvent un reproche qui est fait aussi au socialisme réel, quoi. Ouais. Moi, je pense que l'épanouissement de la subjectivité, c'est une réalité en Chine. C'est-à-dire que les gens ont les moyens de s'épanouir. Ils ont accès à la culture, ils ont accès au voyage. Il y a un tourisme intérieur absolument stupéfiant. Des millions de Chinois vont visiter des régions reculées, ce qui contribue à leur développement d'ailleurs. Ils ont particulièrement bien réussi. Alors, c'est un tourisme de masse, hein, c'est un peu impressionnant, hein. La valorisation des zones les plus reculées au profit des populations locales. Les Chinois ont accès à tout ça. Ce qui est impressionnant en Chine aussi, c'est la taille des bibliothèques et des librairies. Elles sont énormes, elles sont remplies de gens qui lisent. Et toute la littérature, les sciences humaines, la philosophie occidentale est traduite. Il y a dans toutes les grandes librairies chinoises, je me suis amusé à en visiter plusieurs, d'immenses rayons d'ouvrages occidentaux traduits. Tu veux trouver un bouquin sur Napoléon en Chine, mais il n'y a aucun problème, tu as l'embarras du choix. Ton bouquin peut-être déjà traduit. Il y avait 1984 d'Orwell sur la devanture des librairies, en traduction bien sûr en chinois. Je pense que l'épanouissement individuel, c'est l'accès à des prestations, l'accès à la culture, l'accès aux soins, l'accès à l'art. L'art contemporain est extrêmement florissant en Chine. La vie culturelle, l'opéra, la musique, enfin, moi, je ne vois pas en quoi le Chinois aujourd'hui serait frustré sur le plan de son épanouissement individuel. Il peut se sentir frustré si son modèle d'organisation politique, c'est le modèle occidental, où il peut adhérer à un parti et entrer dans la compétition politique électorale pour faire valoir les idées de son parti. Ça ne marche pas comme ça, c'est sûr. Par contre, il peut adhérer à une association qui revendique des choses. Il y a une société civile extrêmement riche en Chine, et d'ailleurs, souvent, les autorités locales sont plutôt satisfaites du fait qu'il y ait des associations parce que ce sont des interlocuteurs pour gérer les problèmes quotidiens. En Chine, il y a énormément d'organismes, de structures, de lieux de débat et de délibération, et ça, on ne le sait pas, on ne le voit pas, parce qu'on ne vit pas la société chinoise de l'intérieur. Mais ça, c'est extrêmement frappant. Donc, la subjectivité, je pense, du chinois, elle est beaucoup plus épanouie aujourd'hui qu'elle l'était du temps de Chiang Kai-shek, quoi. Alors, d'une manière très différente de l'époque maoïste, c'est sûr. À l'époque maoïste, je dirais, l'éventail des biens culturels auxquels on pouvait accéder était beaucoup plus restreint. Bon, il y a eu la période paroxystique de la révolution culturelle, qui est quand même 66-68, très, très, très particulière. Mais aujourd'hui, il y a une forme d'individualisme et de consumérisme en Chine, c'est vrai, notamment dans les classes moyennes. Est-ce que c'est un danger pour l'édification du socialisme? Je ne pense pas, puisque les Chinois conçoivent le socialisme comme l'accès à une société de moyenne aisance. Donc, pour les classes moyennes, c'est le socialisme qui leur donne l'aisance. Enfin, quand Deng Xiaoping disait le socialisme, c'est pas le paupérisme, mais c'est l'enrichissement des Chinois, c'est ce qu'il voulait dire. Si c'est pour répartir la pénurie, il y a un moment où les gens ne voudront plus. Donnons à l'immense majorité, si possible à la totalité de la population, des conditions de vie décentes, et là, on pourra parler de socialisme. Alors, comment le système politique va digérer l'évolution sociale, l'évolution des mentalités, l'évolution du comportement individuel dans la société chinoise? Ça, c'est une question ouverte. Il y a un risque, oui, de délitement si l'individualisme et le consumérisme
prennent des proportions démesurées et gangrènent le système politique. Mais ce n'est pas du tout, en tout cas, la tendance actuelle. Et le pouvoir a pris des mesures qui visent au contraire à canaliser ce phénomène. Le contrôle social en fait partie. C'est-à-dire, si tu ne respectes pas les règles, tu prends des risques en Chine. C'est quand même intéressant, ça. Alors que nous, à la limite, un type, il peut gagner de l'argent, il s'exile fiscalement. Bon, voilà. En Chine, ceux qui se sont exilés fiscalement, ils se sont exilés pour de bon. C'est-à-dire, ils ne risquent pas de revenir au pays. C'est notre système, voilà. J'ai une dernière question qui là aussi fait partie des éléments qui reviennent souvent. C'est alors ceux qui sont un peu plus spécialistes de la Chine ont tendance à dire que la Chine n'aurait aucun caractère impérialiste au sens très clair de développement du capitaliste. Hein, on ne parle pas des empires d'antan, etc. Pour autant, on peut voir qu'à l'heure actuelle, que ce soit en Afrique ou même d'ailleurs en France par le rachat de certains domaines viticoles ou le port de Pirée en Grèce, etc., on pourrait de loin avoir l'impression qu'il y a une tendance impérialiste de la Chine dans son développement. Qu'en est-il en réalité? Oui. Oui. Alors, c'est un grief qu'on trouve notamment, alors d'une manière générale dans la presse mainstream et à l'extrême gauche, du coup. Mais la presse mainstream converge souvent avec l'extrême gauche dans les idées fausses. Bon. Il n'y a pas d'impérialisme chinois. Il y a un expansionnisme économique et commercial très puissant, qui se focalise beaucoup sur l'Afrique. L'Europe est importante comme débouché commercial, l'Afrique c'est important comme lieu dans lequel on investit, pour des tas de raisons. L'Amérique latine aussi est de plus en plus concernée par l'expansionnisme économique chinois, et bien sûr l'ère civilisationnelle chinoise et confucéenne, où là, les Chinois sont en train, avec leur traité de libre-échange, de créer un véritable marché asiatique intégré, dont la locomotive, évidemment, sera la République populaire de Chine, ne serait-ce que par le poids de son marché intérieur. Que pèseront la Corée du Sud, le Japon, les Philippines, Taïwan, bon, je ne sais pas ce que ça deviendra, bon, face à un marché d'1,4 milliard de Chinois dont le niveau de vie se rapproche quand même de plus en plus du nôtre. Il y a déjà 4 à 500 millions de Chinois qui vivent comme toi et moi. Hein. Voilà. Les autres, ils ne sont pas loin, ils sont en train de monter. Et puis, il y a quelques hyper riches, en effet. L'impérialisme, n'est pas ça. L'impérialisme, c'est une politique qui consiste à imposer à un certain nombre de pays des règles du jeu qui sont définies unilatéralement par la puissance dominante et qui sont en défaveur du développement des pays concernés. Deuxièmement, c'est une politique qui use allègrement du hard power et bien sûr très souvent du soft power, mais enfin qui a toujours un volet militaire. Il n'y a pas d'impérialisme dans l'histoire sans qu'il y ait un dispositif militaire. De ce double point de vue, je ne vois pas en quoi la Chine est impérialiste. Quand elle signe un traité, ce sont souvent des traités bilatéraux avec un pays d'Afrique ou d'Amérique latine, dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route. Ce n'est pas de l'impérialisme, c'est de la coopération économique entre deux États souverains. Alors effectivement, quand la Chine signe avec le Cambodge, on comprend bien que le poids relatif de l'un et de l'autre fait qu'il y a une asymétrie gigantesque entre les deux partenaires, mais ça ne veut pas dire que la Chine colonise le Cambodge. En tout cas, ce n'est pas du tout ce que j'ai lu. Il y a une affaire qui a été montée en épingle, c'est l'affaire du port qui se trouve au sud du Sri Lanka. C'est plus compliqué ce qu'on nous en a dit. Le principal argument des adversaires de la Chine dans l'histoire, c'était de dire, regardez, ils ont financé ce port, puis se sont arrangés ensuite pour mettre la main dessus, parce qu'il a une vocation militaire. Pas du tout. Militairement, il est inintéressant. Parce qu'il faut passer par une espèce de chenal extrêmement étroit pour accéder au port en eau profonde. Alors, pour faire passer des navires de guerre et des sous-marins, c'est vraiment pas génial. Il n'a aucun intérêt militaire. Ce qui s'est passé, c'est que c'était un projet qui avait été négocié par l'ancien gouvernement du Sri Lanka, qui était plutôt de gauche, qui avait de bonnes relations avec la Chine. Et le projet a été dénoncé ensuite, à la suite d'un revers électoral du parti au pouvoir, par les nouveaux dirigeants. Mais les nouveaux dirigeants se sont trouvés dans la mouise parce qu'en fait, il y avait évidemment un énorme dossier financier et ils ont appelé à la rescousse les Chinois. En fait, ce ne sont pas les Chinois qui sont imposés aux Sri Lankais. Les Sri Lankais, pris à la gorge sur le plan économique, ont lancé un appel d'offres pour la gestion du port. Il n'y a que les Chinois qui ont proposé de le faire. Alors, on ne va pas parler d'impérialisme. Oui, bien sûr, ça se traduit par la gestion à long terme de cet équipement par une entreprise chinoise. Ok. Pareil au Pirée, mais bon,
les Chinois n'ont pas débarqué à Athènes pour imposer aux Grecs la gestion du port du Pirée. Enfin, parler d'impérialisme, quand on sait ce que c'est que l'impérialisme, pour moi, l'impérialisme, il est principalement américain. Parce qu'il utilise l'intervention militaire, ce que les Chinois ne font pas. Il utilise la terreur importée, ce que les Chinois ne font pas. Il utilise la déstabilisation, le régime change, les Chinois ne le font pas. Il impose aussi des normes de politique économique, le fameux consensus de Washington, que les Chinois n'imposent jamais. Pourquoi 143 pays ont-ils signé un traité économico-commercial avec les Chinois dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route? Parce que les Chinois leur proposent quelque chose qui les intéresse, qu'en contrepartie, les Chinois récupèrent des matières premières, on est d'accord, il y a un intérêt pour la Chine, mais qu'il y a en même temps une relation gagnant-gagnant des Xi Jinping. En tout cas, une relation qui est symétrique. Il y a un intérêt de part et d'autre. D'ailleurs, quand ça se passe mal, le pays en question interrompt le programme. Ça s'est passé à 3 ou 4 reprises, notamment au Bangladesh, il y a eu un exemple comme ça, et en Indonésie et en Malaisie. Et puis ensuite, on a continué à travailler. Enfin, le projet Une ceinture, une route, les routes de la soie, c'est 14 000 projets. Dans les médias occidentaux, on te parle toujours de l'autoroute du Monténégro, ouais, qui est peut-être une connerie. On te parle du port du Pirée, mais personne ne se plaint, en fait, à part la presse occidentale, que les Chinois gèrent le port du Pirée, certainement pas les Grecs, parce qu'il paraît qu'il est très bien géré. Et on te parle du port du Sri Lanka en disant des choses qui sont fausses. Il y a une énorme campagne de propagande qui vise à dénigrer les routes de la soie parce que ça marche. En montant en épingle, en montant en épingle 7 ou 8 projets qui sont en plan pour diverses raisons. Voilà. Je disais justement la question de la nouvelle route de la soie, en quoi est-ce qu'elle peut rapidement bouleverser, je pense aux gens qui découvriraient un peu tout ça là, aujourd'hui. En quoi est-ce que ça peut bouleverser le 21e siècle là? Quel est l'enjeu? L'enjeu, à mon avis, il est pour la Chine de créer des relations économiques et commerciales qui sont aussi parfois des relations stratégiques, hein, tout de même, avec un certain nombre de pays, indifféremment d'ailleurs à leur orientation politique. Les Chinois travaillent avec l'Arabie Saoudite et l'Iran, comme ils travaillent avec la Colombie et le Venezuela, de manière à offrir à ces pays, ils ne le disent pas, mais tout le monde a compris, une sorte d'alternative à l'hégémonisme occidental, mais d'une manière qui prenne à rebrousse-poil, en fait, tout ce que l'Occident a fait dans ces pays-là, c'est-à-dire le consensus de Washington, les interventions militaires, le régime change, tout ça, les Chinois ne le font pas. En fait, ils leur disent, pourquoi vous coopérez économiquement avec des gens qui veulent en fait vous plumer? Nous, on vous propose des choses très claires. On a besoin de ça, vous avez besoin de ça. Vous êtes d'accord, on signe. Enfin, la Colombie, elle signe avec la Chine. La Colombie n'est pas un satellite, c'est un satellite des États-Unis. L'Italie est signée avec la Chine. La Grèce, le Portugal. Il y a une incohérence dans le discours qui consiste à qualifier la Chine d'impérialiste. Il y a une incohérence considérable. Alors, en même temps, on comprend bien que pour certains gauchistes, ce soit une manière d'utiliser le vocabulaire léniniste et maoïste contre la Chine elle-même. Ouais. Bon, on a compris la manœuvre. En validant à longueur de temps l'impérialisme américain, encore une fois, sur les soie. Exactement. L'ignorance crasse des politiques impérialistes américaines depuis 70 ans partout dans le monde que de considérer la Chine comme impérialiste, encore une fois, et une mécompréhension de tout ce qui a été. Complètement, non. Il est légitime de parler d'expansionnisme économique et d'un poids considérable, à mon avis, de la Chine dans un certain nombre de pays lorsque l'asymétrie des deux économies est flagrante. Oui, c'est clair, bien sûr. Entre la Chine et le Zimbabwe, on comprend bien. Mais ce n'est pas de l'impérialisme. C'est autre chose. La Chine n'est plus un pays du Sud comme elle l'était avant, un pays en voie enfin, on n'est plus à Bandung en 1955 où John Lai était avec Sukarno, Nasser, etc. C'est clair, on est passé à autre chose. La montée de la Chine socialiste, c'est l'événement majeur du XXIe siècle, en fait, de ces 20 années qui viennent de s'écouler. Et ça sera sans doute l'événement majeur des années à venir. Mais justement, analysons ce présent, essayons d'anticiper ce futur d'une manière rationnelle. Non pas en refourguant les vieilles lunes de grises idéologiques périmées, mais en essayant de se demander en quoi le mode de développement adopté par la Chine aujourd'hui peut intéresser d'autres pays. Comment se fait-il que autant de pays, effectivement, jouent le jeu de la Chine, alors même qu'ils sont politiquement, idéologiquement, culturellement extrêmement disparates? C'est ça qui est étonnant.
Oui, tout à fait. Au lieu de faire cette analyse, on nous parle de l'autoroute du Monténégro et du port de... Non, mais C'est toujours les mêmes dossiers. c'est très intéressant et j'espère que du coup ceux qui nous auront écoutés jusqu'au bout bien, en sortiront plus riches parce qu'en tout cas, nous, quand je dis nous, c'est à l'IHT que je préside, on essaie vraiment de penser une voie française vers le socialisme avec différents héritages, etc. Et je crois, hein, on Bien l'a sûr, souligné à ça, c'est plusieurs un vrai sujet, on peut en parler. et que Ouais. la Chine peut être un exemple et il est très dommageable de voir qu'encore une fois, on sombre. Et je parle ici pour ceux qui sont de nos camarades en premier lieu, je ne parle pas Bien des sûr, bien opposants politiques. On sombre dans une sûr. autophobie à l'égard du socialisme réel qui est valable évidemment pour le RSS, mais qui est d'autant plus valable à l'heure actuelle, encore une fois, pour la Chine et qui nous fait nous tirer une balle dans le pied en permanence. Et c'est très dommage, quoi. Oui, oui. Enfin, pas nous, pas toi et moi, mais certains se tirent une balle dans le pied en reprenant en fait tout le lexique de la doxa anticommuniste qui diffuse contre-vérité sur contre-vérité depuis Furet, le livre noir du communisme et toutes ces abominations. Alors, comme je vais sortir un livre, je pense chez Delga bientôt, qui s'appelle Communisme, on aura l'occasion d'en reparler de ça, mais c'est un enjeu majeur. Le fait que la Chine socialiste soit aujourd'hui un pays souverain, développé, dont le caractère socialiste s'affirme clairement et qui ait réussi à faire ce qu'aucun pays, ni commune, ni socialiste, ni capitaliste, n'a réussi à faire en 70 ans, est un enjeu majeur pour la réflexion politique et pour l'action politique. C'est clair, c'est pas un modèle, mais il y a une leçon de souveraineté. On ne développe pas un pays sans restaurer la souveraineté. Si la France ne sort pas directement de l'UE et de l'OTAN, elle ne sortira pas de l'ornière dans laquelle elle s'est fourrée depuis tant d'années. C'est évident, c'est le préalable absolu. Quand je vois que ce pingouin de Zemmour, qui se prétend patriote, passe son temps à taper sur les immigrés de couleur, parce qu'il fait une fixette sur la couleur, hein, visiblement. Hein. Il est allé voir la rue où il habitait avant en disant mais maintenant tous les gens sont noirs. Oui, bon, bah, c'est ça ton programme. Bon, parlons de choses sérieuses. Il y a des grands blancs peut-être. J'ai d'ailleurs fait une vidéo Playpose, j'ai analysé tout ça. Mais tout ça n'a aucun sens, comme si on ne le savait pas qu'il y avait des gens du Maghreb et d'Afrique qui habitaient en France pour des raisons qu'on connaît, etc. Enfin, il y a vraiment un travail des forces progressistes à faire sur la question nationale, sur la question du patriotisme, sur la question de la souveraineté. Enfin, c'est un enjeu décisif. Hein. Ouais. C'est fondamental. Et je sais que tu y travailles dans ce sens et je suis tes travaux depuis longtemps. Et on va, en tout cas, on va dans le même sens, ça c'est sûr. Je suis très heureux. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Moi, je pense que déjà, on a dit pas mal de choses. Il y en aurait plein, mais on va en rester là. Il faut que le format reste comestible pour les gens. Voilà. Bon, en tout cas, je te remercie. Au plaisir, en tout cas, qu'on échange, notamment peut-être pour la sortie du coup de ton prochain livre avec grand intérêt. Oui. Ça sera pour moi, ça sera important parce que c'est un gros travail. Et voilà. Mais avec grand plaisir, parce que je pense effectivement, là, on pourrait peut-être reprendre ce sur quoi on vient de terminer, justement, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses à dire. Exactement. Il y aura peut-être d'autres occasions, n'hésite pas. Tu vas le diffuser prochainement, là, la vidéo on va le mettre en ligne dès les prochains jours, quoi. Voilà. Bon. D'accord. Très bien. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés, et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt.